Et on va évoquer un ouvrage, un recueil de tribunes publié entre 2016 et 2017. C'est signé par Olivier Ernest Jean-Marie. Cet ouvrage, ce recueil est titré Contribution citoyenne 2016-2017. Olivier Ernest, c'est ton truc, hein. Faire avancer les choses, mais en laissant s'exprimer le peuple. Oui, bonsoir Pierre et bonsoir à la Martinique. Oui, je me mets au service d'une idée, c'est l'idée de la participation du plus grand nombre aux décisions qui concernent le quotidien des citoyens. Et je pense que c'est de notre devoir de citoyen de contribuer au débat et surtout de prendre la parole. Et parce que je pense que la politique est une chose trop belle et trop sérieuse pour la laisser aux seuls élus. Donc il faut que les citoyens prennent la parole, contribuent au débat, parce qu'on vit dans un monde qui est devenu volatile, qui est incertain. Ça, c'est les arguments qu'on retrouve dans Contribution citoyenne. Et donc les élus tout seuls ne peuvent pas tout comprendre, tout savoir. Et il faut que nous, citoyens, nous prenions l'initiative de prendre part au débat, même si on nous invite pas au débat, même si quelquefois on fait semblant de nous inviter dans des simulacres de participation. Il faut qu'on fasse preuve d'esprit de proposition pour pouvoir participer à la vie de la cité. À la vie de la cité, mais à contrario, tu engages tout le monde à aller voter et tu dis que donc on va pas considérer les bulletins blancs comme des bulletins qui comptent réellement, que ce soit les bulletins nuls ou les abstentions. Le peuple ne s'exprime pas totalement et là c'est donner encore plus de pouvoir aux politiques. Oui, parce que on a alors en Martinique, mais c'est vrai aussi dans les autres démocraties. C'est valable pour le territoire français tout à fait. Dans sa globalité. On constate des taux d'abstention qui ne cessent de croître. Mais par contre, c'est plus accentué en Martinique, pour information. On a eu 74% d'abstention au premier tour des législatives. Je sais pas si en Bretagne on a voté plus que ça. Hein. Oui, c'est aux alentours de 50%. Mais nous, on a voté à 36%. Et ça, je trouve ça alarmant. Parce que je pense que ça devrait être une des priorités des élus actuels. De motiver et de mobiliser la population pour qu'elle aille voter un peu plus. Sauf que la communication c'est un petit peu brouillée entre les élus et les citoyens, et les citoyens boudent les urnes, très clairement. Et donc l'idée c'est peut-être de réfléchir, de poser en fait contre le débat, parce que je pense que quand on organise des élections sans électeurs, ça pose quand même problème. Donc ouais. L'idée c'est que ça fasse partie des priorités. Alors les soirs d'élection, tous les journalistes, tous les hommes politiques déplorent des taux d'abstention qui ne cessent de croître. Et puis une fois que l'élection est acquise et en poche, on revient à la normale. Ils sont élus par le peuple et exactement. Il n'y a plus rien à leur dire. Et pour les journalistes aussi, tout revient normal et on réinvite les élus. Et c'est pour ça que les élus représentent de moins en moins d'inscrits. Mais c'est valable au niveau local, mais c'est valable également au niveau national. Il y a qu'à voir l'élection d'Emmanuel Macron. Quand on fait les comptes, il y a peu de Français qui ont voté pour ce président de la République. Oui, les taux d'abstention étaient beaucoup plus élevés qu'en 2012. Mais c'est vrai aussi aux États-Unis. Le taux d'abstention a été très élevé en 2016 aux États-Unis. Et ça a été une des raisons pour lesquelles Donald Trump a été élu, entre autres. Donc c'est pas propre à la Martinique. Mais c'est accentué, c'est-à-dire que aujourd'hui, 74% de personnes qui ne vont pas voter à une élection, je trouve que c'est un signal d'alarme que les élus, les partis politiques, que les citoyens vraiment devraient recevoir, devraient entendre, et on devrait vraiment réfléchir aux solutions pour faire les citoyens revenir aux urnes. Alors ce sont les citoyens qui boudent les politiques ou les politiques qui ignorent le peuple? C'est un peu ambigu, ça aussi. C'est une relation, je dirais, qui est faite de réciprocité. Donc, c'est-à-dire que c'est clair que les citoyens se méfient donc des élus qui, généralement, pour gagner des élections, proposent des catalogues de promesses.
difficilement tenable. Mais derrière aussi, donc les citoyens donc se méfient des élus, mais les élus se méfient aussi des citoyens et ne souhaitent pas vraiment réellement partager le pouvoir, et mettre en place des dispositifs de démocratie participative sincères et transparents. Et or, je pense que les élus ne doivent plus avoir peur de partager le pouvoir dans ce monde qui devient de plus en plus compliqué, de plus en plus accéléré, où les élus ne comprennent de moins en moins les événements, peuvent difficilement donner des significations à des événements sans l'apport d'experts, sans l'apport aussi d'experts d'usage que sont les citoyens. Ça veut dire qu'il y a des élus qui mettent leur grain de sel là où ils devraient faire appel à des spécialistes. Ils prennent des décisions alors qu'ils n'ont pas toutes les cartes en main. Voilà, c'est-à-dire sans associer la population qui est concernée. Et l'exemple vraiment qui est criant aujourd'hui, c'est la collectivité territoriale de Martinique. La façon dont ça a été mis en place, avec Exactement. Les différents votes en amont, on a voté oui, on a voté non, et puis en fait alors, tout ça s'est fait le correct. 24 janvier, et moi, bon là, je traduis une perception qui est personnelle, mais j'ai l'impression que le 24 janvier 2010, quand moi j'ai voté oui au remplacement de la région et du département par la collectivité territoriale de Martinique, j'ai l'impression que j'ai signé un chèque en blanc. Moi, Parce que j'ai fait confiance aux hommes politiques, sans leur demander quel était le projet politique, à quoi servait ce véhicule. On nous avait déjà demandé de voter dans ce sens-là auparavant. En 2003. D'accord, on avait répondu non. Oui, à une très très faible majorité. Et juste après, on répond oui, et de toute façon, même si le non l'avait emporté, ça se serait fait quand même. Ben ça, je sais pas. Non, parce que là, dans la Constitution, il y a eu des révisions constitutionnelles, la Constitution française, qui implique que le peuple doit être consulté. Donc, aucune révision, aucune évolution statutaire ne peut être aujourd'hui engagé sans l'appui de la population. Mais enfin, toutes les régions françaises ont été restructurées. Et on a vu qu'il y avait eu des débordements par endroits. Alors ça c'est un autre débat. Mais pour revenir à notre cas précis, donc on a voté oui sans demander quel était le projet politique que devait servir cette institution. On n'avait pas d'informations sur l'organisation qui a débouché sur un conseil exécutif et une assemblée qui ne fonctionne pas aujourd'hui. Ça, c'est parce que les gens qui sont présentés ont réussi à accéder justement au siège, mais entre eux, c'était peut-être pas non plus des unions qui devaient fonctionner obligatoirement. C'est que on a cru que on pouvait concevoir une institution comme ça et réussir du premier coup. Or, aujourd'hui, on sait bien qu'il faut expérimenter, corriger le tir, revoir sa copie régulièrement. Compte tenu de la volatilité, de l'incertitude, il fallait prévoir des clauses de révision de l'organisation de la CTM. Alors, il y a certains élus qui aujourd'hui essayent de proposer des textes législatifs, mais c'était pas prévu. Et aujourd'hui, très clairement, on voit bien que la Martinique est bloquée. La collectivité territoriale ne fonctionne pas. Il y a des crises à l'intérieur même de la majorité. Ça se voit au quotidien. Il y a une concentration relaté dans les journaux tous les jours. Exactement. Il y a une concentration du pouvoir donc au niveau donc du président du conseil exécutif. Et le résultat, c'est que les projets n'avancent pas, la Martinique n'avance pas. On a l'impression que la Martinique est un peu bloquée. Mais est-ce que c'est nouveau ça ? Est-ce que c'est un peu nouveau? Si Olivier, tu t'es présenté il y a quelques mois pour des élections justement, si depuis les années 90 tu fais de la politique, tu as commencé dans des associations d'étudiants, c'est que tu t'es aperçu il y a plus de 15 ans qu'il y avait un truc qui tournait pas rond. Ah oui, il ne faut pas laisser les élus tout seuls aux commandes, tout seuls gérer la Martinique. Il faut absolument dialoguer avec eux. Alors, dans un esprit de construction, de contribution, pour qu'ils puissent mettre en place des dispositifs de participation citoyenne qui soient sincères et transparents. Donc, c'est pas
des simulacres de consultation, de participation, comme on a pu en connaître. Ça veut dire faire des référendums? Alors, faire des référendums, mais mettre aussi en place des conseils citoyens. Ça se fait dans le monde entier aujourd'hui. Il y a des méthodes pour ça. C'est possible. Donc, on a même pas à inventer quelque chose, sinon à l'adapter à nos réalités. Donc, ça existe déjà, je crois ça que existe en France, déjà. c'est Ségolène Royal qui avait lancé le truc. Elle avait en effet parlé donc de démocratie participative. Nous sommes d'accord. Elle avait parlé donc de jury citoyen. Et mais aujourd'hui, dans les communes de France hexagonale, du Brésil ou dans d'autres pays, il existe des instances de démocratie participative et qui permettent à la population d'être associée à la conception, à la réalisation et à l'évaluation des politiques publiques. Donc, ce sont des choses qui existent. Ce sont pas des rêves. Ce sont des dispositifs qui existent, qui sont mis en œuvre aujourd'hui dans les démocraties modernes. Olivier, dans les années 90, tu es dans une association d'étudiants, tu te bats pour le droit des étudiants. Est-ce que tu deviens délégué? Est-ce que tu deviens un élu des étudiants dans ces associations? Oui, j'ai occupé des responsabilités dans ces associations. Ça se passait comment? Imagine si tu donnais la parole à tout le monde, ça aurait été impossible à gérer aussi. Ah, mais ça se faisait de façon très participative. Parce que, par exemple, j'animais une association, une fédération, une quinzaine d'associations d'étudiants antillais-guyanais, donc de toutes les villes universitaires. Et donc, ça se faisait dans la concertation, dans la discussion, avec des débats plus ou moins vifs. Et ça me donne l'occasion de rendre hommage à Gabriel Gallion, parce que j'ai connu à cette époque-là, quand j'étais étudiant. Qui nous a quittés, ouais. Exactement, que j'ai connu quand j'étais à Paris. Et qui suivait de près l'activité donc des associations d'étudiants. Et c'est des associations d'étudiants dans lesquelles aussi évoluaient à l'époque des gens comme Didier Laguerre, comme Jean-Philippe Nilor, et puis d'autres personnes aussi qui font la Martinique d'aujourd'hui. Gabriel qui avait toujours un point de vue très fin. Il savait où il allait quand il s'exprimait, quand il donnait son point de vue sur les choses. Oui, c'est quelqu'un qui parlait en connaissance de cause, et puis c'est quelqu'un qui était extrêmement curieux, puis qui travaillait ses dossiers et qui savait de quoi il parlait. Donc bon, ça me permet donc de lui rendre hommage ici. Ensuite, tu rentres au PPM, ça c'est en 2003, tu prends ta carte quand même. Oui, je prends ma carte. Oui, j'adhère parce que bon. T'es devenu un adulte. Je vais rentrer dans la politique. Je vais moi aussi élever le débat. Je vais contribuer. J'avais déjà été tenté de le faire en des années 95, puis j'avais pas franchi le pas. Et en 2003, je me dis bon ben voilà, donc à l'époque j'ai 33 ans, je me dis bon ben c'est le bon moment, il faut contribuer, il faut aller militer dans un parti qui est un grand parti, fondé par une grande personnalité qui on apprend des choses Césaire. quand on devient militant. On rentre à l'intérieur même du parti, on voit comment ça se passe. Oui, c'est une manière aussi donc de s'informer de la réalité politique, de ce qu'on ne voit pas, de ce qui n'est pas retranscrit par les médias. Et puis c'est aussi surtout un espace de rencontre. C'est ça surtout de aussi. De rencontre avec la population, avec des personnes qui font pas nécessairement partie de son milieu social. Non, mais ça crée des liens avec tout d'autres. Tout à fait. C'est vraiment un espace de rencontre, d'enrichissement, et puis de mise en commun des capacités de tout le monde pour construire des projets, travailler sur des programmes, voilà. De bons souvenirs de cette époque? Ah oui, de très 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 bons souvenirs. De belles rencontres? Ah bien sûr. Et puis de belles expériences. J'ai eu l'occasion de travailler donc sur le programme de la liste Ensemble pour une Martinique nouvelle qui a gagné les élections en 2010. On avait fait travailler plus d'une centaine de personnes. C'était une belle expérience d'intelligence collective. Voilà. Donc c'est une belle, de beaux souvenirs et de belles relations qui perdurent aujourd'hui, même si j'ai quitté le Parti progressiste martiniquais. Parce que tu avais plus le droit à la parole? Non, c'est pas ça. C'est que j'ai compris que le Parti progressiste martiniquais, bon, c'est comme tous les autres partis aujourd'hui. C'est une pyramide. Et donc il y a une centralisation du pouvoir au sommet et on ne mobilise pas la capacité créative
de chacun de ses membres. Et surtout aussi, je pense que on ne réfléchit pas assez à la manière dont on exerce le pouvoir. Tu avais dénoncé ça dans ce recueil précédent, sortir de la pyramide hiérarchique. Oui. Mais en fait, c'est peut-être parce que t'es pas arrivé en haut, non? T'as claqué la porte. Non, j'ai jamais voulu arriver en haut. J'ai toujours voulu contribuer. J'avais eu des propositions pour faire partie du comité national. Et j'ai toujours voulu rester simple militant. Parce que je pense que personnellement, je pense que je suis pas mûr pour exercer le pouvoir et qu'il faut une certaine maturité, une certaine sagesse pour exercer le pouvoir. Le cercle n'est pas assez grand, on n'a pas assez de connaissances, on n'est pas assez soutenu par les autres. Non, c'est pas ça. C'est une question de vision de l'exercice du pouvoir. Pour moi, l'exercice du pouvoir, c'est quelque chose de partagé, qui doit se faire dans la concertation, dans la rigueur aussi. Et tel que les choses sont organisées aujourd'hui, dans les partis politiques actuels, on le voit bien, parce que le MIM aussi aujourd'hui a connu quelques perturbations, puisque l'autorité est remise en cause. Le PPM aussi cette année aussi a connu beaucoup de départs. Il y a aussi une crise à travers les partis politiques. Hein. Oui, il y a une crise. Et pas seulement en Martinique. Il y a une crise de l'autorité. Il y a une crise de l'autorité parce que les personnes qui font partie qui contribuent au collectif, donc aux partis politiques, deviennent plus exigeantes en matière de sens. Donc on est beaucoup moins dans l'exécution et on souhaite être beaucoup plus dans la contribution. Et c'est encore beaucoup plus renforcé avec les générations Y voire Z qui arrivent sur le marché du travail. Justement, j'ai l'impression que dans le passé, on avait un idéal quand on était engagé politiquement. Oui. Aujourd'hui, j'ai pas l'impression que cet idéal, que cette utopie, peut-être, ça peut aller jusque-là, on la retrouve dans celles et ceux qui ont le pouvoir ou celles et ceux qui défendent leurs opinions. Ben bon, on a quand même connu la chute des idéologies, des grandes idéologies donc qui ont traversé le XXe siècle. Hein. Donc notamment le mur de Berlin est tombé en 89. Hein. Oui. Donc c'est avec une certaine idée donc du communisme, du socialisme aussi qui s'est effondré. Mais il y avait d'autres mouvements de pensée. Oui, tout à fait. Et tout donc, a été balayé comme ça, d'un revers de manche. Oui, parce que bon, la société s'est accélérée, s'est dirigée aussi vers un individualisme forcené. Donc l'idée du collectif a perdu de la force, mais elle revient aujourd'hui en force. Et j'en veux pour preuve la montée en puissance de l'écologie politique. Parce que on se rend bien compte qu'on est sur le même bateau, hein, qu'on est tous sur le même vaisseau terre, et qu'il faut que si on continue à se comporter comme nous nous comportons aujourd'hui, on va le détruire et on va détruire l'humanité. Et donc l'idée d'action collective revient sur le devant de la scène parce qu'on n'a pas vraiment le choix. Et donc d'où l'idée aussi de faire participer le plus grand nombre aux décisions qui concernent les citoyens. Alors, on retrouve tout ça dans Contribution citoyenne, ça vient d'être publié, Contribution citoyenne 2016-2017, c'est aux éditions Innoma. Ce sont des textes, des tribunes que tu as fait publiquement. C'est ça, on t'a donné la parole, et il y avait des gens en face de toi, et tu devais exposer tes idées. Non. Alors pour la plupart, non. Non. Je profite pour dire que je serai en dédicace demain, samedi 23 à la librairie Antillaise du Rond-Point. Mais il y a eu une journée TEDx où tu as pris la parole. Et il y a eu d'autres endroits où on t'a entendu prendre la parole pour prendre le pouvoir, peut-être. En tous les cas, tu l'espérais. Contribuer, pas prendre le pouvoir, mais contribuer aux prises de décision. Et donc ce sont des tribunes donc depuis 2011. J'ai pris le pari de m'exprimer publiquement à travers donc les réseaux sociaux, puis aussi à l'occasion d'élections. Ça c'est une aubaine, hein, les réseaux sociaux, pour pouvoir s'exprimer, les sites qui sont créés depuis quelques années. C'est clair que c'est une belle opportunité qui est offerte aux citoyens de pouvoir diffuser des idées, de pouvoir échanger et de pouvoir construire de l'intelligence collective. Alors, si on en a une utilisation saine, donc oui, les réseaux sociaux
m'ont beaucoup aidé à diffuser ces idées-là, à partager ces idées-là et à entrer en contact avec d'autres citoyens de Martinique et du reste du monde. Et en effet, il y a des textes que tu ne signes pas seul, puisqu'il y a toute cette équipe qui t'accompagnait, qui est à tes côtés et qui signe également certains paragraphes. Tout à fait. On a fait un texte commun, c'est l'équipe de Martinique Citoyenne. Donc c'était en avril 2016. Et c'est la première fois, je pense, que des citoyens interpellaient publiquement l'équipe dirigeante de la CTM sur la feuille de route qu'ils avaient prévu de mettre en œuvre, puisqu'on sait bien qu'il y a eu une fusion. Il y a une fusion entre la liste menée par Monsieur Monplaisir, qui avait son programme, et il y a eu la liste menée par Monsieur Marie-Jeanne, qui avait son programme. Et un soir, on apprend ça au journal télévisé, qu'ils sont main dans la main et qu'ils se présentent ensemble contre voilà. les gens qui étaient en place. Ils signent un contrat de gestion, c'est ça. Un contrat de gestion de mandature. C'est un coup de massue pour beaucoup de politiques, pour beaucoup d'hommes politiques, pour beaucoup de gens qui se voyaient déjà. Oui, je pense que ça a surpris beaucoup de gens, mais l'idée c'est que c'était bien vu de leur part, c'était fort. Oui, électoralement c'était fort, et puis c'était aussi plein de promesses. Puisque ça montrait que le monde changeait, puisque on imagine qu'aujourd'hui Michel Bronchy, qui est au Parti communiste martiniquais, donc siège à côté de Yann Monplaisir, c'est irréel, qui est la droite. Oui, si vous voulez, dans les années 30, c'est comme si Aubéry siégeait à côté d'Aliquer. Nous sommes d'accord. Donc c'est une grande évolution de la société martiniquaise, qui est liée aussi à l'évolution du monde, donc à la disparition des grandes idéologies dont on a parlé tout à l'heure. Et ce qui est important dans cette lettre commune qu'on a signée en avril 2016, c'est qu'on demandait à ses dirigeants, Yann Monplaisir, Claude Lise et Alfred Marie-Jeanne, mais ok, vous avez signé le contrat de gestion, d'accord, mais quel programme vous allez mettre en œuvre? Est-ce que c'est le programme de la liste menée par Monplaisir, ou celle de Marie-Jeanne, ou est-ce que vous allez faire une synthèse, quoi? Sur quoi vous allez vous engager? Parce que en fait, ça n'a pas été fait pendant la campagne. Il y avait 2 ou 3 jours de campagne après l'annonce de la signature, et d'autant plus que dans ce contrat de gestion qu'ils ont signé, il y a une clause, donc c'est l'article 6, qui prévoit une évaluation des politiques publiques tous les 2 ans. Donc, dont la première mouture aurait dû être livrée là, publié, 2 ans après, puisque nous sommes 2 ans après le 13 décembre 2015. Et l'idée derrière cette lettre-là, c'est de dire que les citoyens, même après les élections, doivent rester en contact avec les élus et doivent les interpeller. Et pour lier un dialogue entre les élus et les citoyens. Alors on avait été reçus de façon très courtoise par Monsieur Claude Lise et par Monsieur Yann Monplaisir. On n'avait pas été reçus par le président du conseil exécutif, Alfred Marie-Jeanne. Je pense qu'il devait être très très occupé. Mais l'idée c'est que donc on n'a pas eu de suite. Qu'est-ce qu'il en reste justement? C'est la question que je voulais poser. Qu'est-ce qui reste de tout ce que vous aviez mis en place et de ce moment où vous avez pris la parole alors que le temps était compté, c'était la campagne électorale, il y a des codes, tout est timé sur les médias, il y a le contrôle de comment on appelle ça, la CNCL, du CSA, voilà. C'est pas facile de s'exprimer. C'est un métier, un réel métier. Il y a des gens qui ont fait ça toute leur vie. Ah oui, tout à fait. Et donc, moi, ce que je retiens de cette expérience de Martinique citoyenne-là, c'est-à-dire que c'était un moment, un grand moment de communion avec les citoyens, et on a permis à des citoyens qui s'étaient un petit peu éloignés de la chose politique, de revenir dans le giron. Et je pense que même si le taux de participation au premier tour de 2015 n'était pas extraordinaire, puisqu'il tournait autour de 40%, ce qui était quand même assez faible. Je pense que sans Martinique citoyenne, il y aurait le taux de participation, c'est quand même plus faible, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont dit on est venu voter parce que vous incarnez quelque chose de nouveau. Mais vous arriviez quand même timidement, Vous étiez en bas de l'échelle, lorsqu'on a compté les bulletins. Oui, alors on a quand même fait 3868 voix, donc on a fait 3%, et on a fini quand même 5e donc derrière les gros mordants connus des médias, connus des citoyens, parce que
parce que c'était des listes qui étaient menées par des élus, donc qui ont du métier, qui sont en exercice. Mais pour moi, c'est un exploit. On a réussi un exploit avec de très très faibles moyens. Là, on a eu 10 000 euros de budget pour mener cette campagne-là. Les autres avaient 120, 130 000 euros. Donc 10 à 13 fois plus. Vous en étiez sorti au niveau financier, parce que quand on sait que les bulletins, en fait tout ça c'est remboursé suivant la quantité de on votes. avait mobilisé, je dirais la population qui nous avait bien répondu. Bon, personnellement, je continue à payer un prêt qui paye justement ma contribution. Et donc, Olivier continue le combat, quoi. C'est ça qui est foutu. Tu aurais pu tout lâcher, tout baisser les bras et faire autre chose. Oui, c'est-à-dire que j'ai décidé de m'engager autrement que dans des partis politiques ou dans des élections. Et d'aller directement au contact de la population. Et une des raisons pour lesquelles j'avais quitté aussi le PPM en 2011, c'est que je trouvais qu'il y avait un filtre entre la population et moi-même à travers ce parti-là. Tu pouvais pas t'exprimer comme tu l'entendais. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, quand on s'adresse à la population, il y avait toujours la grosse étiquette PPM, militant PPM, qui vient chercher un vote, parce que généralement, on va voir aussi la population quand il y a des élections. Et là, le fait donc d'écrire des livres me permet de rencontrer la population sans objectif électoral. Et là, on est hors période électorale, donc tu peux venir dans une émission comme Le Grand Rendez-vous, tu peux venir parler de politique, de contribution citoyenne. En fait, c'est un bon filon aussi pour que tu puisses t'exprimer, pour aller à la rencontre des Martiniquais. C'est ce que tu poursuis de faire avec ces deux ouvrages sortis en même pas un an. Ah oui, c'est-à-dire que très clairement, le livre et l'émission radio que nous faisons, ce sont des intermédiaires, ce sont des médias, donc qui font l'intermédiaire entre la population et moi-même, et que j'utilise pour aller discuter avec la population, aller rencontrer, aller m'enrichir, aller contribuer au débat du pays dans lequel je vis. Oui. Il y a des gens autour de toi qui ne peuvent pas s'exprimer comme tu le fais aujourd'hui, qui sont un peu bloqués de par leurs tâches, de par leur travail. Oui, alors moi je pense que oui, c'est vrai que la parole n'est pas libre en Martinique. C'est clair que la parole n'est pas libre en Martinique. Et moi j'invite tout le monde à libérer sa parole avec, je pense, quelques exigences, avec une exigence donc de contribution, de construction. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui il y a une espèce d'autocensure, qui existe en Martinique, et on évite quelquefois à s'exprimer, même si ça tend à disparaître, ça tend à diminuer, mais c'est toujours là, parce que c'est pas évident. Et justement, lors d'une rencontre avec un des lecteurs, là, lors d'une séance de dédicace la semaine dernière, c'est une lectrice qui me disait c'est bien, Olivier Jean-Marie, continue le combat, c'est bien, vous parlez, mais c'est pas évident. Imaginez-vous les gens qui travaillent dans les collectivités locales, leur carrière est directement liée à l'appréciation de l'élu en place, donc c'est pas évident. Et c'est vrai que on n'a pas nécessairement du côté des élus aussi une culture démocratique très étendue où on accepte la contradiction, on accepte le débat. Et c'est vrai que ce n'est pas évident que tout le monde parle librement, même si on est dans une démocratie, on dispose d'une liberté qui est la liberté d'expression, et j'encourage tous les citoyens à user et à abuser de cette liberté d'expression-là. Et parce que si on garde le silence, j'estime, je le dis dans Contribution citoyenne, si on garde trop le silence, on devient un petit peu complice et même coupable de non-assistance à pays en danger. Parce que je pense que la Martinique souffre d'une absence de contribution de tous ces citoyens. Est-ce que tu suis les plénières qui sont diffusées en direct à la télévision, sur Internet? Non, pas tout le temps, parce que j'ai pas toujours le temps, mais quelquefois, moi, j'essaye de m'informer, j'essaye de me tenir informé. Des fois, pour peu de choses, on fait tout un discours et ça prend des heures. Oui, et je pense qu'il faudrait qu'on puisse développer une certaine éthique du débat, qu'on puisse apprendre à discuter, à échanger, sans être dans l'invective, sans être. C'est souvent ça. C'est souvent ça. Et je dis souvent que
parce que j'ai encore des amis dans le monde politique, et je leur dis, mais il faut, dans ce type de débat-là, il faut essayer de passer de la réaction à la réponse. On est souvent, on sollicite souvent notre cerveau reptilien dans ces débats-là, où à la limite il faut parler plus fort que l'autre, qu'il faut absolument avoir raison, il faut dominer, il faut l'écraser, quoi. Faut couper très clairement. Ce sont les hommes et leur personnalité qui passent souvent en amont. Oui, et je pense qu'il faut passer donc du cerveau reptilien au néocortex. C'est celui qui aura le dernier mot, qui va gueuler le plus fort, voilà, qui va gagner. Et oui, mais derrière, ça crée une image déplorable. On n'arrive pas à une décision intelligente. On décourage les citoyens donc de s'intéresser à la politique. Ça ne fait pas augmenter le taux de participation aux élections ni l'implication des citoyens, très Alors, clairement. Pour changer tout ça, il nous reste très peu de temps. Concrètement, qu'est-ce qui est proposé dans Contribution citoyenne? Ce sont des textes publiés après sortir de la pyramide hiérarchique, qui était déjà un grand pas en avant. Oui. Alors, vous avez des textes, donc, des réflexions sur le vote obligatoire, par exemple. Vous avez un texte sur l'évaluation des politiques publiques. Le vote obligatoire était déjà, on en parlait déjà, sortir de la pyramide hiérarchique. Non, on parlait du budget participatif. On parlait du budget participatif, donc comment redonner du pouvoir aux citoyens dans la ville. Et donc sur le vote obligatoire, l'évaluation des politiques publiques, comment mettre en place. Il y a la liste des pays où c'est obligatoire déjà. Ah oui, il y a des pays où c'est. L'Argentine, l'Australie, la Belgique, le Brésil, Chypre, Équateur, le Liechtenstein, le Luxembourg, la Corée du Nord, Nauru, Pérou, Singapour, Uruguay, un canton de Suisse. Mais en même temps, on s'aperçoit que il y a des gens, le vote est obligatoire, mais c'est peut-être pas les élus qu'ils choisissent qui sont en place. Alors, il y a des pays... Par exemple, la Corée du Nord, vote obligatoire, on sait très bien que c'est une vagabondagerie. Oui, ce n'est pas un exemple de démocratie. Mais il y a aujourd'hui une trentaine de pays où le vote est obligatoire. Et quelquefois, dans le pays, ce vote obligatoire-là est assorti de sanctions. Dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. Et je pense que si le vote était obligatoire, on aurait d'autres résultats. Par exemple, dans la circonscription du Nord, donc pour les élections législatives. Là, tu parle de Sainte-Marie, qui a fait le point dernièrement, si c'est Sainte-Marie si c'est l'élu de Sainte-Marie, ce sera l'élu du Nord. Voilà, parce que il y a un faible taux de participation, que les citoyens de Sainte-Marie se mobilisent beaucoup, et donc, si le vote était obligatoire dans cette circonscription-là, je suis presque sûr que les résultats auraient été différents, par exemple. Vous voyez? Ouais, alors qu'on savait déjà qui avait gagné. Oui. Alors, il y a aussi des textes sur des dispositifs participatifs. Vraiment participatifs, où on va vraiment impliquer la population pour choisir un drapeau, par exemple. Parce qu'il y a eu c'est pas un détail, le plan du drapeau? Non, c'est un exemple. C'est un exemple. Tout ce qu'il y a à mettre en place dans le pays pour aller vers un avenir meilleur. C'est un exemple pour montrer qu'il peut y avoir des dispositifs techniques très pratiques. C'est sympa le plan du drapeau, trouver une réelle identité, mais c'est un détail quand même dans le quotidien des gens. Non, mais c'est vraiment à titre d'illustration. Donc, il peut s'agir aussi de savoir, est-ce qu'on doit implanter une usine, est-ce que l'usine Albioma, on doit l'implanter près du Galion, par exemple? Ça aurait pu faire l'objet d'une démarche participative. Mais les gens étaient prévus bien tard. Quand ils ont commencé à manifester, les travaux étaient déjà commencés. Oui, tout à fait. Et donc, on n'est pas du tout dans la participation, là. Alors que ça a un impact direct sur la santé, donc sur la vie des gens qui vivent en Martinique. Donc, le drapeau, c'est une illustration pour montrer qu'on peut mettre en place des dispositifs, que ça existe. Par exemple, il y a une amorce de participation pour le logo de la CTM. Il y a eu un appel à projet qui a été fait pour demander aux Martiniquais de faire des propositions de logo de la CTM. Ce sera le dernier exemple. Voilà, Olivier. exactement. Sauf que on s'est arrêté, la participation s'est arrêtée à de la simple consultation, puisque on a tout envoyé à la CTM, on a envoyé une proposition de logo, et hop, là, la porte de la participation s'est fermée.
Et donc, il y a eu un comité technique composé d'experts qui a choisi tout seul dans son coin le logo de la CTM. Alors qu'on aurait pu faire revenir des propositions devant la population avec les moyens digitaux numériques qui existent, et on aurait pu faire en sorte que la population choisisse vraiment son logo. Mais ça, c'est à titre d'illustration. Le logo, le drapeau, ça peut paraître un peu superflu, ce qui ne l'est pas. Mais on peut l'appliquer à des projets plus importants comme le TCSP, l'usine d'Albioma ou d'autres équipements structurants. Là, ça va devenir très complexe. On va en rester là. Contribution citoyenne 2016-2017, demain signature. Oui, c'est ça. À la librairie antillaise, donc à partir de 16h au rond-point. Et un grand merci à toute l'équipe de la librairie antillaise du Rond-Point qui m'accueille régulièrement pour ces séances de signature là. On refait le monde donc demain à la librairie antillaise. Oui, demain à partir de 16h au Rond-Point. Merci beaucoup. Merci Ernest Jean-Marie, contribution citoyenne 2016.